Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre avec vous à l'animation de Côte-Nord Attitude et ce mardi, je suis en compagnie de Tommy Auger de Cogeco TV. Bonjour Tommy. Bien le bonjour. Il y a beaucoup d'actualités cette semaine, hein? On manquera pas de sujet à Côte-Nord Attitude. On a choisi aujourd'hui de s'entretenir avec la mairesse de Port-Cartier pour faire le point, hein? Pas mal de dossiers, pas mal de sujets qu'on peut jaser avec la mairesse, dont l'ouverture de l'aréna hier soir. Oui. Pourquoi pas? Ah, ça a été attendu de plusieurs, hein. On sait que le hockey est toujours très populaire dans la région. Même il y avait eu des rumeurs là de peut-être une nouvelle saison de Senior 2A, finalement peut-être juste des matchs d'exhibition, mais les arénas sont toujours bien occupées, fait que ça va faire du bien là. Un peu plus de 3 millions là qui a été mis dans l'aréna de Port-Cartier. Ça me semble que ça doit être le fun, un bon plaquage sur une bande de flambant Non, neuve. non, des bons snaps là pour la maganer un peu là. Donc, Madame Violaine Doyle, la mairesse de Port-Cartier, sera avec nous à Côte-Nord Attitude vers 12h15. Elle est en route vers Sept-Îles, semble-t-il. On va l'accrocher au passage pour lui parler de plusieurs sujets. Il y a aussi ce nouveau service d'alerte par texto là qu'on expérimente du côté de Port-Cartier. On va parler de tout ça. Également, aujourd'hui, il y a le passage de la commission indépendante sur la petite enfance. Monsieur André Lebon est le président. Il sera avec nous à 12h25 à Côte-Nord Attitude. Il y a un forum citoyen ce soir où tout le monde pourra s'exprimer librement sur la qualité des services aux enfants d'âge préscolaire. Martine Desjardins fait partie des commissaires de cette commission, également Maître Landry. Donc, Monsieur André Lebon, le président, sera avec nous pour nous expliquer cette démarche. Tu sais que ça commence à Sept-Îles, hein? On va faire une tournée de 14 villes au Québec. C'est la toute première soirée des forums citoyens sur la petite enfance au Québec ce soir à Sept-Îles. J'ai eu un entretien assez intéressant la semaine dernière sur la situation politique au Québec avec un gars de chez nous, le Sétilien Pierre Ducasse. On le sait, hein? Il y a des ambitions politiques, Pierre Ducasse. Au Québec même. Au fil du temps. Là, c'est le NPD provincial qu'il veut ressusciter en vue des prochaines élections dans 2018, les prochaines élections québécoises. Il y a le temps de se préparer. Quand même, il y a beaucoup de choses. C'est dans l'air du temps de fonder des nouveaux partis ces jours-ci. Là, il y a Gabriel Nadeau-Dubois et Jean-Martin Hossan qui vont venir à Sept-Îles, eux autres aussi, pour une consultation sur la situation politique au Québec. On a un nouveau chef au PQ. Il y a effectivement peut-être moins d'engouement qu'à une certaine époque au Québec là pour un débat polarisé sur la souveraineté entre fédéralistes et souverainistes au Québec. C'est dans ce contexte-là qu'on discute de la situation politique et de la pertinence d'un nouveau parti avec Pierre Ducasse. On sait qu'il a publié une lettre ouverte dans Le Devoir et dans la presse la semaine dernière à partir de ses réflexions politiques, justement. Donc, vers 12h35, on vous propose cette entrevue avec le Sétilien Pierre Ducasse et une chronique assurance très intéressante aujourd'hui, remplie de conseils de prévention pour éviter des dégâts d'eau. C'est rendu la principale source de réclamation aux assurances là dans nos maisons. C'est assez fréquent, pas mal plus qu'on pense, les dégâts d'eau. Et il y a de la prévention à faire, des choses qu'on peut faire pour éviter ça. Guy Duchesne sera avec nous à la chronique assurance en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Tommy, avant cette série d'entrevues, on propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. D'abord, la présidente d'Action Chômage Côte-Nord interpelle le premier ministre Trudeau. Lynne Sirois rappelle à Justin Trudeau ses engagements électoraux pour une réforme de l'assurance-emploi. L'organisme dénonce l'existence d'un trou noir pour les travailleurs saisonniers de la Côte-Nord entre la fin de leur prestation d'assurance-emploi et le retour au boulot. C'est le cas, entre autres, dans l'industrie de la pêche. Les changements apportés par le gouvernement libéral depuis son élection n'ont pas réglé le problème, selon Lynne Sirois. Le nœud du problème dans la question
gestion de l'assurance-emploi semble notamment provenir de l'incompréhension entre l'industrie saisonnière en région et celle en ville. Selon Lynn Sirois, personne ne semble comprendre au gouvernement la différence. Les travailleurs saisonniers d'ici n'ont d'autre option que le travail qui leur est offert en haute saison. Ce n'est pas le cas pour les travailleurs dans une grande ville comme Montréal ou Québec. La Sûreté du Québec a réalisé 25 opérations spéciales en matière de sécurité routière au cours de l'été sur la Côte-Nord. Les policiers ont distribué 217 constats d'infraction pour vitesse excessive et 23 billets d'infraction pour cellulaire au volant et ceinture de sécurité. La SQ a aussi mené des opérations de surveillance aérienne sur la route 138 de la Côte-Nord. Elles ont permis, entre autres, de prendre des automobilistes en défaut pour dépassement sur ligne double. Les postes de la SQ dans chacune des MRC de la région ont mené parfois des opérations simultanées de surveillance sur la route. Une forte présence policière sur les routes, notamment lors des longs congés, encourage de meilleurs comportements chez les usagers, constate la SQ. Arrestation hier de la militante Jeannette Pilot à Ouachat. Militante féministe, Jeannette Pilot a été arrêtée par les policiers de la SPUM en après-midi devant les locaux du conseil de bande à Ouachat. Elle a dénoncé le retour du chef Mike McKenzie malgré des accusations contre lui. Madame Pilot est bien connue dans sa communauté, notamment après avoir réalisé un long jeûne en marge du mouvement Idle No More en 2013. Hier, elle s'est rendue dans les bureaux du conseil de bande pour exprimer son insatisfaction à la suite de mesures de débranchement d'Hydro-Québec, alors que le Conseil a plusieurs ententes avec la société d'État. Sa colère a pris le dessus et elle s'est mise à dénoncer le retour du chef Mike McKenzie dans ses fonctions à la tête du Conseil. Elle estime que les élus cautionnent un chef poursuivi pour agression sexuelle envers une mineure et laisse tomber des Inuits en litige avec Hydro-Québec. Une vidéo de l'arrestation connaît du succès sur Facebook. La militante autochtone traite le chef de pédophile. Le chef Mike McKenzie est accusé d'agression sexuelle sur une personne de 14 ans. À la suite d'avis juridiques favorables, il a repris ses activités politiques dans la communauté en attendant son procès. La prévention pour contrer l'obésité devient une priorité de la Direction de la santé publique de la Côte-Nord. Une récente étude sur la santé de la population démontre que 25% des Nord-Côtiers vivent avec un surplus de poids comparativement à 19% des Québécois. Le taux d'obésité atteint même 44% en Basse-Côte-Nord. Le directeur de la santé publique, le Dr Stéphane Trépanier, rappelle qu'un surplus de poids augmente le risque de développer certains problèmes comme le diabète et le cancer. On retrouve aussi davantage de fumeurs sur la côte, soit 23% de la population comparativement à 19% au Québec. L'enquête révèle qu'en 2014-2015, 78% des résidents de 15 ans et plus de la Côte-Nord ont eu des relations sexuelles au cours des 12 mois précédents, un peu plus que le 75% pour l'ensemble des Québécois. Plus de 2800 personnes sur la Côte-Nord et 45 800 au total ont répondu à la vaste enquête sur la santé des Québécois de 15 ans et plus. 88% des Nord-Côtiers perçoivent leur état de santé comme étant excellent, très bon ou bon. T'as quand même dit 44% de gens en Basse-Côte-Nord qui vivent avec un surplus de poids, c'est énorme. Ouais, c'est quand même pas mal, ouais, effectivement. Ça l'explique assez mal, mais peut-être l'isolement, la non-disponibilité des produits alimentaires. On va en parler demain, le docteur Trépanier c'est ça, hein? sera avec nous. C'est lui à le mieux Côte-Nord, placé, je pense, que moi pour répondre à ça. Stéphane Trépanier, directeur de la santé publique pour la Côte-Nord. En terminant ce bulletin d'information, je vous rappelle que la Commission indépendante sur l'éducation à la petite enfance commence sa tournée du Québec à Sept-Îles. Elle recevra les mémoires d'organismes de la Côte-Nord en après-midi avant d'écouter les gens dans le cadre d'un forum citoyen en soirée. Créé à l'initiative de l'Association québécoise des CPE et de l'Institut du Nouveau Monde, la commission fait le bilan de la politique familiale qui aura 20 ans au Québec en 2017. Le président de la consultation, André Lebon, veut vérifier si la qualité des services à la petite enfance est la même partout. Il promet d'être à l'écoute aujourd'hui des gens de la Côte-Nord. On l'écoute. Il y a des gens qui sont préoccupés par les enjeux de la petite enfance et qui ont des choses à dire ou qui ont des réflexions, ils sont les bienvenus. Écoutez, on veut entendre tous ceux qui ont une préoccupation, d'où l'importance dans les régions que les gens qui ont des choses à dire viennent nous les dire.
La chroniqueuse et ex-militante du mouvement étudiant Martine Desjardins et maître Pierre Landry réalisent la tournée à titre de commissaire. La commission indépendante sur l'éducation à la petite enfance s'arrête dans 14 villes du Québec. En commençant par cette île, déjà une vingtaine de personnes sont inscrites pour le Forum citoyen de la Côte-Nord, prévu à partir de 18h30 ce soir au Château Arnaud de cette île. On aura tous les détails sur cette démarche. Monsieur André Lebon, président de la commission, sera avec nous un peu plus tard à l'émission Côte-Nord Attitude. Mais là, ce qui s'en vient, c'est une entrevue avec la mairesse de Port-Cartier, Madame Violaine Doyle, dans quelques instants. Attitude. Écoute, je vais faire ça vite, ça va prendre juste 30 secondes. Attends, penses-tu que c'est sécuritaire? Je l'ai toujours fait de cette façon-là, puis il n'est jamais rien arrivé. Ouais, mais on pourrait pas s'y prendre d'une autre façon. Arrête, là, on prendra pas toute la journée, on n'aura plus le temps de travailler. Je regrette, là, mais je me sens pas à l'aise avec ta façon de travailler. Penses-tu qu'on pourrait faire mieux? Les raisons pour ne pas assurer sa sécurité, on les a tous déjà entendues. Soyez différents. Ayez le courage de passer à l'action. Un message de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur minier. C'est l'événement Nous payons pour vous chez Pascal Automobile. Louez un GM 2016 ou 2017 et nous paierons pour vous jusqu'à l'année prochaine. Payez 0$ en octobre, 0$ en novembre et 0$ en décembre. Une valeur pouvant atteindre 1800$. Profitez de cet avantage incroyable pour vous procurer un nouveau GM. Des GM redessinés comme la Cruze, la Spark, la Envision et toute notre gamme de camionnettes. Venez essayer le renouveau GM en rencontrant Mathieu et Brian. Vous en serez convaincus. Où ça? Chez Pascal Automobile. Une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Profitez de financement à 0% chez Pascal Automobile. La majorité de nos véhicules sont aussi offerts en achat à des taux aussi bas que 0%. Venez en parler avec nos conseillers Mathieu et Brian. Où ça? Chez Pascal Automobile, au 109 Monseigneur-Blanche, Sept-Îles. Voyons donc, es-tu correct? Oui. Je viens d'apprendre que pour seulement 133 $ par mois, TELUS m'offre la téléphonie 150 et Internet optique 50 ultra rapide et le nouveau service téléoptique 4K avec une qualité d'image renversante. Ça m'a littéralement jeté à terre. Hey, une chance qu'ils n'ont pas fait une offre explosive. Profitez de la technologie renversante du combo optique 50 de TELUS à partir de seulement 133 $ par mois. Les conditions s'appliquent. Détails sur telusquebec.com ou chez MD Communications à Sept-Îles. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Tommy, il me semble qu'on était dû pour une discussion avec la mairesse de Port-Cartier sur nos ondes. Toi, tu as institué ça à Cogeco. Vous avez maintenant la mairesse vous répond. Tu peux la rencontrer au moins une fois par mois. Mais nous, à la radio, on l'appelle à l'occasion comme ça pour faire le point. Madame Violaine Doyle est avec nous. Donc, bonjour, Madame Doyle. Bonjour, messieurs. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Êtes-vous allée à l'Arena hier soir, Madame Doyle? En fait, on y est allé hier après-midi. On a eu un privilège d'élu. on est allé visiter les installations avant l'entrée là, des utilisateurs hier soir. Est-ce que ça vaut le 3,2 millions qu'on a investi? Honnêtement, oui. Je pense que ça faisait 40 ans qu'il n'y avait pas eu de travaux d'envergure là sur qui a été fait dans ce secteur-là, et on voit vraiment que ça a été un bon investissement et que c'est un investissement durable. Ça, c'est bien important. Amélioration, entre autres, de la hauteur des bandes protectrices, donc pour une meilleure sécurité. Il y avait également des déshumidificateurs plus efficaces, donc plus de confort dans l'aréna, meilleur éclairage, un éclairage d'aile et un système là qui est flambant neuf, c'est vraiment le cas, et qui devrait être fonctionnel pendant de nombreuses années. Donc, le contexte là, du changement du système de refroidissement qu'on devait changer selon les règles du gouvernement là, d'ici 2020, donc pour changer avec un système au CO2, contrairement au système au fréon qui n'était plus aux normes environnementales. Mais il y a eu d'autres choses. Je sais que vous faites pas partie nécessairement des gens là, à l'ingénierie, au développement, mais on parle d'un système de récupération d'énergie qui aurait aussi été installé. Est-ce que vous savez un petit peu les détails de ce système-là? En fait, il y a eu un changement là-dessus. On devait installer un système de récupération
de chaleur pour chauffer la piscine. Ça a été annulé parce que le système a été différent, mais on fait de la recirculation d'air qui à l'interne là, durant la nuit, qui va éviter de surchauffer parce que le système précédent allait chercher continuellement de l'air frais. On sait que l'air frais, on le paye pas, mais il faut payer pour le réchauffer. Alors, on va avoir de la récupération là, d'énergie là-dessus. L'éclairage étant un élément important. Également, évidemment, les nouveaux compresseurs. Ce sont 6 petits compresseurs qui vont fonctionner seulement à la demande lorsque ce sera nécessaire. Donc, il y a vraiment également une économie là au niveau de ce que ça demande comme énergie. J'imagine que les gens vont en profiter, vont découvrir finalement la nouvelle aréna à Port-Cartier dans les prochains jours, là, graduellement. Est-ce que vous avez entendu ça quand même un peu retarder les choses au patinage artistique, au hockey mineur, tout ça? Le monde s'organise chez vous? Quelques semaines, les gens étaient avisés. On n'a eu aucun commentaire négatif. Je pense que les gens comprenaient très bien que les travaux avaient été faits dans les meilleurs délais possibles. Il y a une nouvelle dalle de ciment qui a dû être faite. Donc ça, c'est du temps de séchage là, qui s'étire. Donc ça a amené quelques délais, mais les gens étaient ont été très compréhensifs. D'ailleurs, je les en remercie, là, les utilisateurs réguliers de l'aréna, mais maintenant, ils vont patiner sur une magnifique glace et dans un environnement tout refait. Également, au niveau sécurité, là, il y a eu plusieurs éléments de sécurité qui ont été ajoutés. Tout à l'heure, je parlais d'un montant de 3,2 millions de dollars pour ces travaux, mais il y a eu des subventions là, concernant le système de refroidissement de 690 000 dollars. Donc, est-ce que le montant de la subvention entre dans le 3,2 ou c'est... Oui, il entre dans le 3,2. Okay. Alors, disons qu'on va payer 80% ou à peu près là de ces travaux-là. Donc, déjà, si on est capable d'économiser un montant comme ça, hein, on s'en plaindra pas. Absolument pas. Et nous, on était déjà acceptés dans le premier programme et on n'a pas voulu prendre de chance de sortir de ce programme-là pour s'accrocher à un autre parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de demandes et on n'était pas très sûr d'être accepté dans un deuxième appel d'offres pour des projets. Donc, on est très content. C'est un système qui est sécuritaire, à point, informatisé, de la surveillance à distance, de la surveillance sur le site. Alors, je pense que on a fait un bon coup, là, même si on considère que c'est quand même important comme dépense, mais sur 40 ans, là, si c'est bon pour les 40 prochaines années, c'est quand même correct. On va vous le souhaiter. Vous parlez de subventions, de programmes. Lorsqu'on s'est rencontrés la dernière fois pour notre émission, notre nouvelle émission à Cogeco TV, Madame la mairesse vous répond. Vous nous annonciez que vous aviez déposé des demandes là, pour le fameux dossier de l'eau potable du côté de Pentecôte. Est-ce que vous avez eu des nouvelles à rapport à ça? Non, on n'a eu aucune information et on sait qu'il y a beaucoup de dossiers à traiter. C'est pour ça que le programme a été fermé rapidement, mais on s'attend à avoir des retours là, dans les semaines qui viennent. Non, j'espère avant Noël, en tout cas. Donc, on va se tenir informés, inquiétez-vous pas, dès qu'on a des nouvelles, ou j'espère que vous, dès que vous allez en avoir, vous allez nous en faire part. Dans les dernières semaines, on a parlé de bois d'œuvre. Il y a eu des échecs du côté des négociations entre le Canada et les États-Unis pour un nouvel accord, le dernier accord qui s'était signé en 2006. Vous avez démontré votre inquiétude face à ça. Parlez-nous un petit peu là, des répercussions que ça peut avoir du côté de Port-Cartier. En fait, à Port-Cartier, vous savez que notre usine de sciage, quand même, est très... c'est une usine qui produit beaucoup de bois d'œuvre, produit aussi des résidus qu'on va récupérer, entre autres, dans l'usine de biocarburant, d'autres projets à venir. Mais pour le bois d'œuvre, c'est extrêmement important. Je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais c'est très important comme affaires là, qui se font à Port-Cartier. L'inquiétude là-dedans, c'est de nous assurer, dans le fond, que le gouvernement du Canada va tenir en compte la situation particulière des forestiers du Québec. Parce que le Canada n'étant pas uniforme, la façon de faire de la foresterie à la grandeur du Canada est très différente. Entre autres, en Colombie-Britannique, les enjeux ne sont pas les mêmes. Pour toutes les régions qui sont limitrophes aux États-Unis, ils étaient en dehors de cet accord-là sur le bois d'œuvre, de même que les maritimes. Donc, ce qu'on demande, c'est que le Québec soit traité de façon particulière, compte tenu qu'il a maintenant un nouveau régime forestier et dont on ne peut pas contester le fait que le gouvernement
met des enchères publiques où le bois est acheté par les forestières. Donc, il n'y a pas d'aide du gouvernement. Peut-être que les forestières en auront besoin si les États-Unis poursuivent dans la même lignée que ce qu'on craignait. Mais pour l'instant, il n'y a aucune subvention et le programme du régime forestier nous garantit une certaine, je vous dirais, une concurrence loyale face aux Américains. Est-ce que vous suivez de près la campagne électorale parce qu'on le voit se dessiner dans la mesure d'une élection de M. Donald Trump qui est plus protectionniste, qui se semble plus protectionniste des États-Unis que Mme Hillary Clinton? Est-ce que vous craignez que ça pourrait encore plus nuire au marché du bois? En fait, je suis pas une spécialiste de la politique extérieure, mais en effet, on suit de ça de très près. Mais même pour la candidate démocrate, il y a un lobby qui s'installe venant des producteurs forestiers des États-Unis et ça provient pas du gouvernement. La première action ne provient pas directement du gouvernement, mais bien de ces lobbies de forestiers américains. Sont souvent plus lourds. Sont souvent plus lourds que les gens politiques. Est-ce que vous craignez là rapidement pour l'avenir du projet d'usine de biocarburant ou si c'est non, c'est ça, c'est un autre dossier complètement. Je vous dirais que non, l'usine de biocarburant, on est dans les résidus, mais je pense aussi qu'on sait que ça n'aura pas d'effet immédiat, ça va aller au printemps 2017. Alors j'ai vraiment confiance là que il se fera des négociations. D'ailleurs, ce matin, on en parlait encore. Il y a des négociations qui se poursuivent et qu'on en arrivera à une entente qui va faire que nos forestiers québécois vont être capables de travailler avec une marge de manœuvre intéressante. Et en terminant, je veux pas passer à côté de ce qui a commencé à être publicisé sur les réseaux sociaux hier. Vous avez un nouveau service Telmatic qui va vous servir comme système d'alerte et de notification du côté de Port-Cartier. On est rendu techno du côté de Port-Cartier. En fait, on avait déjà Textoville, nous, puis c'était bien apprécié, mais c'est un service qui s'est arrêté. Alors, on a été contacté par les gens de Telmatic pour voir notre intérêt. Alors, oui, c'est entré depuis hier. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on teste les difficultés, les erreurs à l'interne, et là, on voit que c'est fonctionnel. Donc, les notifications vont pouvoir se faire par messages vocaux sur les téléphones fixes, par texto sur les téléphones cellulaires, par courriel. Il s'agit d'aller sur le site de la ville et de s'inscrire à ce service-là, puis automatiquement les alertes et mesures d'urgence, avis d'ébullition, travaux en cours vont apparaître aussitôt que ce sera le cas. Là. Donc, on n'a qu'à aller sur la page d'accueil de la ville de Port-Cartier, ça se trouve très facilement et l'inscription se trouve très facilement. Je lance peut-être un appel aux gens de cette île, hein? Ça serait peut-être intéressant de copier nos voisins de Port-Cartier. Ça serait intéressant. Je sais qu'il y a eu des téléphones qui sont faits. Alors, probablement que c'est en cours chez vous, en cours d'analyse, oui. Dites-moi, Madame Doyle, là, l'Arena, les investissements, c'est complété. Il reste juste à en profiter. Bravo. Il y a des chantiers également pour la future maison de la famille, le CPE, le centre quartier à Port-Cartier. Après ça, qu'est-ce qui s'en vient, là? On attend toujours des nouvelles, peut-être du ministre d'Amour pour des investissements aux infrastructures portuaires? Vous avez effectivement raison, c'est tout à fait ça. Notre prochain grand dossier, et c'est un dossier qui est, on dit le prochain à régler, j'espère bien, c'est vraiment le dossier d'investissement de 20 millions du gouvernement du Québec dont on a besoin. On n'a pas de date, ça tarde un peu, non? Ça tarde, mais par contre, à la fin du mois de septembre, on a fait une nouvelle présentation avec des données un petit peu plus précises, par exemple, sur la quantité de camions qui circulent pour envoyer le bois d'œuvre, la surplanure à l'extérieur de Port-Cartier. Et on a également les données pour le biocarburant. Alors, on espère bien que ces données cette fois-ci un peu plus précises, vont vraiment faire aboutir le dossier. J'attends toujours des nouvelles, des bonnes nouvelles, j'espère. Bon, on va aller manger du McDo à Port-Cartier avant d'aller sur un nouveau quai. On vous invite. Non, oui, c'est sûr que vous allez fort probablement manger du McDo à Port-Cartier avant que les navires soient capables d'accoster de façon sécuritaire, mais il faut comprendre quand même que les navires peuvent accoster. C'est que nos infrastructures ne sont pas à jour pour
faire des envois, par exemple, outre-mer, où on a vraiment besoin de mettre aux normes cette infrastructure. On le voit depuis 2 semaines, il y en a plein des gros navires là chez Arcelor, avec la céréalière également du côté de Port-Cartier. C'est très actif du côté maritime actuellement. Ah oui, hier, il y en avait 12. On en a compté 12 là, à l'horizon. Là. Alors, oui, c'est très actif. On sait qu'on est à la fin d'une année. On achève l'année 2016. Alors, il y a des expéditions de minerais également, de céréales là, qui se font pour terminer l'année. C'est ce qu'on peut comprendre. Je pense que ce n'est pas quémandé de demander au gouvernement du Québec d'investir un petit peu dans un quai municipal du côté de Port-Cartier. Madame Violaine Doyle, mairesse de Port-Cartier, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes avec nous ce midi. C'est un plaisir. Merci, au revoir. Côte-Nord. Attitude. Avec ses 25 années d'expérience dans le domaine de la fenestration, Danny Landry est prêt à répondre à tous vos besoins. Que ce soit pour l'installation, la réparation de fenêtres en tout genre, même de portes et de portes de garage, pour du résidentiel, du commercial ou de l'industriel, c'est l'homme qu'il vous faut. Les services de fenestration des Landry Incorporés. 88 444 3306. 88 444 3306. Chérie, pour le souper ce week-end, j'ai invité Pierre, Sophie puis les enfants. Cool! On essaiera une nouvelle recette. IGA a tout ce qu'il faut pour réinventer vos petits soupers. Ah, puis j'ai aussi invité Marc, Julie, le petit Léo, puis toute son équipe de football. Ou vos grosses réceptions. Jusqu'au 19 octobre, IGA vous offre des filets de porc surgelés à seulement 2,99$ la livre et les jus de fruits Oasis en contenant de 960 ml à seulement 99 cents chacun. Essayez notre recette de filet de porc teriyaki sauce à l'orange, disponible à IGA.net. IGA, le plaisir de mieux manger pour moins cher. Vous aimez les huîtres? Le 27 octobre, à la réserve navale NCSM Joliette, c'est la 7e édition du 5 à 8 maritime au profit de l'Île des Sables, maison de soins palliatifs de cette île. Les convives ont le choix entre 2 formules, Malpec ou Rockefeller, mais les huîtres sont offertes à volonté, sans oublier des buffets bien garnis et le menu gastronomique de la Rockefeller proposé par la chef Lise Lemieux. Consommation gratuite, animation et prix de présence, nous visons une autre excellente récolte. Partagée pour la dignité et la sérénité, l'objectif deviendra réalité. Billets disponibles auprès de Suzanne Cassista au 88 962 4404. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. La commission indépendante sur l'éducation à la petite enfance qui commence à tourner à Sept-Îles sur la Côte-Nord. Cette commission a été lancée récemment, en septembre. L'Institut du Nouveau Monde et l'Association québécoise des centres de la petite enfance sont à l'origine de la création de cette commission. Monsieur André Lebon en est le président. Martine Desjardins et Pierre Landry seront également à Sept-Îles ce mardi soir, donc, pour cette commission. Bonjour, Monsieur Lebon. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. D'abord, nous rappeler, là, en 2017, là, la politique familiale au Québec aura 20 ans. On est donc en réflexion pour revoir notre politique familiale. C'est un peu le but là, de la tournée que vous amorcez à Sept-Îles. Ben, effectivement, le but, c'est un peu de faire le point, le bilan sur ces 20 années-là d'orientation. Est-ce qu'on est... et surtout, j'oserais dire, sous l'angle des services éducatifs aux jeunes enfants. Parce que dans la politique familiale, il y avait un premier objectif qui concernait un peu la conciliation travail-famille, où il y avait de nouvelles mesures de prise, notamment le congé parental, etc. Ça, ce volet-là, je pense que les conclusions sont assez claires là, sur les acquis que ça a permis. Alors nous, on se centre davantage sur l'autre volet qui était l'égalité des chances. Alors, on énonçait que tous les enfants au Québec devraient avoir le soutien nécessaire puis accès à une stimulation via les services de garde éducatifs à l'enfance pour développer leur potentiel au maximum et avoir une entrée scolaire réussie. Alors, c'est sur ce volet que nous allons faire un bilan et des recommandations. Parce que la politique, au départ, là, il y a 20 ans, c'était beaucoup pour permettre le retour au travail des femmes. Hein? On a organisé la petite enfance avec des CPE puis des programmes aussi dans nos CPE. Ça
ça allait avec le mouvement féministe, la société québécoise en changement où les hommes et les femmes travaillent autant que les hommes sur le marché du travail, là? Ce qui est certain, c'est que ce volet-là de permettre aux femmes un retour au travail a été absolument réussi parce que Pierre Fortin, l'économiste, est très clair là-dessus. Là, ça a permis à 75 000 femmes de retourner au travail. C'est clair que cet objectif-là a été atteint. Maintenant, qu'en est-il du point de vue des enfants? Alors, est-ce que ces enfants-là qui vont dans les services de garde et en maternelle, parce que ça inclut aussi les maternelles 4 ans et 5 ans, est-ce que ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire de leur donner une occasion de se développer au maximum, est-ce qu'on l'atteint? Est-ce que nos ressources sont de qualité? Alors nous, on se penche sur 4 angles, la qualité, l'universalité, l'accessibilité puis la gouvernance. Alors on va réfléchir au moins à ces 4 angles-là, puis on est à l'écoute. S'il y a d'autres angles de préoccupation qu'on échappe et qui nous sont soulevés, on va en tenir compte. Et là, on est vraiment à l'écoute. Les 3 commissaires qui vont être à cette île, c'est pour écouter les gens principalement, là. On n'a pas nécessairement une idée à l'avance de ce qui pourrait être dans le rapport. Non, pas du tout. Écoutez, c'est notre engagement, c'est justement d'aller se nourrir et d'écouter ce que les gens qui utilisent des services ou qui sont préoccupés par ce genre de services ou d'enjeux sociaux, on veut aller écouter ce qu'ils ont à nous dire, puis on va prendre en compte leurs préoccupations. Écoutez, on fait le tour de 14 villes. On a déjà eu la semaine dernière des audiences avec les experts. On avait des experts du Québec et de l'extérieur du Québec sur les enjeux de la petite enfance. Alors non, on met tout ça ensemble, puis on espère réfléchir à ça, après ça, analyser ça et amener les bilans et les recommandations les plus pertinentes pour ceux qui auront à prendre des décisions par la suite. Ce qu'on peut vérifier dans un endroit comme cette île, là, c'est si les objectifs sont atteints partout au Québec. Hein, vous nous avez dit pour le retour au travail des femmes, effectivement, c'est atteint, mais pour ce qui est de l'égalité des chances des enfants, de la qualité des services de garde éducatifs, c'est le genre de choses qu'on pourra exprimer ou que vous voulez valider en venant à cette île. Ah oui, écoutez, on espère. On a 2 types de rencontres. Hein. L'après-midi, on rencontre plus les organisations ou les joueurs participant aux services et à ceux qui les consomment. Mais en soirée, il y a un forum citoyen, puis là, je m'empresse de souligner qu'il y a déjà une vingtaine d'inscrits, mais on est capable de recevoir plus de monde que ça à cause de la formule d'animation. Alors, s'il y a des gens qui sont préoccupés par les enjeux de la petite enfance et qui ont des choses à dire ou qui ont des réflexions, ils sont les bienvenus. Là. Oui, en fait, ceux en après-midi, là, ils vont vous déposer des mémoires. Ce sont des organisations qui se sont préparées pour aller vous rencontrer. Mais un forum citoyen en soirée, c'est gratuit. C'est peut-être préférable de s'inscrire sur le web à l'avance, là, mais on peut arriver puis exprimer son point de vue tout simplement, là, simplement. Tout à fait. Écoutez, là, il n'est pas question de mémoire ou de préparation, ou il s'agit de participer à la discussion, de donner son point de vue. Écoutez, on veut entendre tous ceux qui ont une préoccupation et le Forum citoyen est une belle façon de le faire. On parle d'une commission indépendante, Monsieur Lebon, là, sur l'éducation à la petite enfance. Il y a quand même l'Association québécoise des CPE qui est l'instigateur de tout ça, l'Institut du Nouveau Monde également. On vous donne un mandat en blanc, une carte blanche, un mandat large? Ben nous, on le reçoit comme ça. Là. Honnêtement, moi, quand j'ai accepté la présidence, là, j'avais carte blanche sur les opinions qu'on pourrait émettre. Je n'ai pas de commande. On n'a pas reçu de commande. Mes collègues commissaires sont dans le même état d'esprit. Puis, écoutez, c'est vrai que c'est soutenu financièrement. Puis c'est une initiative de la QCPE. Mais la QCPE a quand même pris ses distances une fois que le projet est lancé, parce que l'Institut du Nouveau Monde a une réputation quand même, là, comme c'est un peu dans leur ADN d'organiser des forums citoyens, d'organiser des consultations démocratiques. Ils l'ont fait sur plusieurs sujets. Là, ils le font sur la petite enfance. Et c'est eux qui sont responsables de tout ce qui constitue l'organisation, s'assurer que les gens vont témoigner. Alors, la QCPE, depuis que c'est lancé, a un rôle, comme les autres associations ou autres participants, d'observateurs et ils vont venir dire leur opinion, c'est certain, mais ils n'ont pas de place plus grande que ça. Ils ont accepté ce pari-là. Dans le fond, ils font le pari qu'en prenant le leadership de réfléchir sur la petite enfance, ben ça peut juste améliorer l'actif. Parce que moi, je tiens à vous dire ça. Mais les CPE se sentent menacés
avancé quand même au Québec. Là. La dernière fois qu'il est venu, le PDG, Monsieur Louis Sénécal de l'Association québécoise à Sept-Îles, là, c'était dans tout le débat de l'austérité puis des négociations avec le ministère de la Famille. Finalement, vous n'êtes pas là pour justifier les CPE ou le réseau de CPE, là. Non, parce qu'on réfléchit sur le continuum du 0-5 ans. Alors, il y a des CPE, il y a des garderies subventionnées privées, il y a des garderies en milieu familial, il y a la maternelle 4 ans, maternelle 5 ans. C'est tout le continuum sur lequel on réfléchit. Fait que c'est pas juste une mise en valeur ou une écoute ou l'œil de notre réflexion n'est pas que sur les CPE, loin de là. Mais on a quand même un réseau public, un réseau privé. Est-ce que vous allez étudier, voir si la qualité des services est la même pour les parents, si on paye un prix, rapport qualité-prix, si tout est bien aussi? Ben, c'est justement, les experts la semaine dernière nous ont un peu alertés là-dessus parce que là, je vous cite des choses qui nous ont été dites, mais dans les études qui ont été faites, notamment l'étude du ministère Grandir en qualité qui a eu lieu en 2014, puis il y avait eu une semblable en 2003, c'est sûr que le niveau de qualité bonne et excellente, il y en a plus dans les CPE que dans les garderies privées, les milieux familiaux, mais c'est un enjeu, là aussi il y a place à amélioration, là. Même s'ils ont une meilleure note, une moyenne générale meilleure, il y a une réflexion à entretenir sur la qualité, surtout que les experts nous ont dit que une garderie de qualité, ça fait une différence, mais une garderie pas de qualité, ça ne fait pas de différence pour l'avenir d'un enfant. Alors, c'est une préoccupation importante, puis on va s'y attacher. Oui, le service, c'est pas de parquer nos jeunes à quelque part pendant qu'on s'en va travailler, c'est de leur donner des services de qualité. C'est quand même très politique tout ça, Monsieur Lebon. On va être capable de manœuvrer dans les circonstances, là. Lucien Bouchard était là lors du lancement ou de l'annonce du lancement de cette commission indépendante sur l'éducation. Le ministre Sébastien Proulx aussi. Ça devient un dossier politique, votre affaire? Ben, il y a le côté politique, mais en même temps, moi, je le verrais autrement. Je vous dirais, il y avait une trentaine, au moment du lancement, il y avait une trentaine d'organisations qui étaient présentes. Il y avait les syndicats, il y avait le conseil du patronat, il y avait les gens concernés par la formation, il y avait les gens de l'association des garderies privées étaient présentes. Oui, il y a un enjeu, oui, ça peut avoir une dimension politique parce que les décisions vont être dans le champ politique, c'est de nos politiques publiques dont il est question, mais en même temps, nous, on trouve que l'occasion est belle après 20 ans d'avoir cette réflexion et d'entendre les gens puis de refléter aux preneurs de décision, à ceux qui devront prendre les décisions, de refléter notre analyse et nos recommandations. Alors, on verra ce qu'ils font avec, mais nous, on est heureux de relever ce défi-là. En tout cas, nous, on est heureux de vous voir à Sept-Îles parce que c'est important que ce genre de réflexion-là se fasse partout sur le territoire québécois. Des fois, on a des surprises quand on vient en région, là. Je sais pas si ça va être le cas pour votre commission demain, mais il y a des choses qu'on s'attend pas, que les services se font pas pareil d'une région à l'autre. Ça fait que ça pourrait être précieux, le débat en région comme ça. D'où l'importance de faire le tour de toutes les régions, puis d'où l'importance dans les régions que les gens qui ont des choses à dire viennent nous les dire. Alors ça, j'aimerais, j'en profite là, de votre émission pour dire, écoutez, venez en grand nombre, on est là pour vous entendre, puis on va être attentif à ce que vous dites. Eh bien voilà, on rappelle que c'est un forum citoyen, là, du moins, il y a une partie où on peut déposer des mémoires en après-midi, des rencontres plus avec des organisations, mais en soirée, n'importe qui peut s'y présenter au forum citoyen de la commission indépendante sur la petite enfance au Québec. Monsieur André Lebon, je rappelle que vous êtes président de cette commission indépendante. Un gros merci pour l'entrevue radio. Merci, Monsieur Saint-Pierre, de votre intérêt. Bonne journée. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. L'extraordinaire vente 5 jours est en cours chez votre concessionnaire Volkswagen. Jusqu'au 21 octobre, en plus de nos exceptionnelles offres de financement jusqu'à 84 mois et nos généreux rabais au comptant, obtenez pour 5 jours seulement 1 000 $ en rabais additionnels sur les modèles Jetta, Golf et Passat 2016 et certains modèles 2017 sélectionnés. Faites vite, l'extraordinaire vente 5 jours de Volkswagen se termine le 21 octobre. Visitez offrevw.ca ou votre concessionnaire Volkswagen pour les détails. La compagnie minière IOC désire informer la population qu'à compter du 15 octobre 2016, il y aura une diminution du niveau du bassin de la rivière Sainte-Marguerite qui pourrait descendre sous les 57,5 mètres. Tous les plaisanciers et utilisateurs sont appelés à demeurer vigilants dans leurs activités. Ceci était un message de la compagnie minière IOC.
Petite précision, Tommy, l'entrevue qu'on vient d'entendre avec M. Lebon a été enregistrée hier. C'est bien aujourd'hui cette commission indépendante sur la petite enfance à 18h30 ce soir au Château Arnaud. C'est ouvert à tous. Il y a un site Internet où on peut avoir toute l'information. M. André Lebon est président de cette commission. Il y a également Martine Desjardins et Maître Pierre Landry qui seront présents ce soir pour le Forum citoyen sur la petite enfance, une discussion libre sur les services et la qualité des services. Ce soir, 18h30 au Château Arnaud à Sept-Îles. Discussion sur la politique avec Pierre Ducasse, le gars de Sept-Îles qui veut partir un nouveau parti, le NPD au Québec. Écoutez le vent qui souffle à travers une porte de garage ordinaire. Et maintenant, écoutez le vent à travers une porte de garage de qualité Garaga. Ordinaire, Garaga. Vous avez remarqué la différence? Constatez la différence chez Vitrerie Nord-Cristal. 968 87 96, 968 87 96. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Le Sétilien Pierre Ducasse poursuit des démarches pour créer un nouveau parti politique au Québec. Ancien candidat, on le sait, à la chefferie du NPD au Canada en 2003, puis lieutenant au Québec pour Jack Layton. Pierre Ducasse travaille maintenant à la création du NPD provincial au Québec. L'idée circule depuis plusieurs années. Pierre Ducasse, bonjour. Bonjour. On s'ennuie pas trop de cette île quand on vit en Ontario maintenant, là? Hey, wow. Je vis pas en Ontario. je vis à Gatineau, donc je travaille à Ottawa. De la frontière. Oui, je travaille à Ottawa, mais je vis du côté du Québec. C'est quand même dans un contexte politique en pleine ébullition, là. On sait qu'en novembre, ici, il va y avoir à Sept-Îles une consultation par messieurs Ossan et Nadeau-Dubois. Il y a peut-être un nouveau parti politique qui pourrait être formé de ce côté-là. Ici, à Sept-Îles, sur la Côte-Nord, on a beaucoup appuyé le PQ dans le passé. Le passé n'est pas toujours garant de l'avenir. Finalement, il y a beaucoup de discussions autour de l'idée de créer un NPD Québec, là. Oui, puis aujourd'hui, là, je lançais publiquement une lettre ouverte où je défends l'idée que il faut qu'au Québec, on sorte un peu du contexte de morosité dans lequel on est depuis plusieurs années, que le système politique au Québec a l'air bloqué. On a malheureusement le sentiment qu'on n'avance pas. Et moi, je pense qu'il faut sortir de ça. Il faut se redonner un projet de société, mais il faut faire ça tout en reconnaissant que la majorité de la population ne semble pas vouloir aller dans le sens d'un autre débat sur la souveraineté à ce moment-ci. Donc, la question, c'est comment poursuivre un projet de société, mais à l'intérieur du cadre actuel, c'est la question que je pose. Pour le NPD Québec provincial, là, ça serait une renaissance. Il y a quand même eu déjà des gestes. Il y a une infrastructure qui existe déjà. Le NPD Québec, ça existe quand même. Il n'y a pas toujours eu des candidats, en tout cas pas dans Duplessis, là. Non, mais disons, ça a existé pendant les années 80-90 et ensuite ça a comme disparu. Puis nous, on est un petit groupe, on a recréé la structure il y a quelques années, mais le parti était pas actif. Là, on commence à s'activer en vue des prochaines élections au Québec. La discussion qui s'amorce, là, t'as vu bien sûr les publications récentes, Monsieur Ossan, Monsieur Nadeau-Dubois, là, il y a une consultation prévue à Sept-Îles en novembre. Il y a quand même dans le décor Québec solidaire et d'autres partis politiques. Il y en a de plus en plus des partis politiques. C'est pertinent de former un NPD Québec actuellement? Ben, il faut dire que la démarche de Jean-Martin Ossan puis Gabriel Nadeau-Dubois, ça va pas nécessairement déboucher vers un parti politique. Ça, on le sait pas. Ils étaient pas clairs là-dessus, donc ça, c'est un petit peu peut-être une critique à leur faire dans le sens où il y a cette espèce d'ambiguïté. Mais c'est une démarche qui, en termes de contenu, est intéressante. Je veux dire, j'ai regardé sur Internet les thèmes là qu'ils mettaient de l'avant, puis en termes de contenu, c'est intéressant, mais en même temps, il présume une position souverainiste, alors que ce que moi je disais notamment dans la lettre ouverte, si on attend de faire la souveraineté avant de continuer à poursuivre un projet de société progressiste et social-démocrate, ben on risque d'attendre longtemps. Et donc moi je pense qu'il faut
pas attendre, il faut se mettre en marche. Et je pense quand même qu'il y a un certain vide au niveau de notre offre politique au Québec. Ouais, il y a quand même 4 partis bien implantés. Là, Québec solidaire qui est plus du côté gauche. Le Parti québécois avec un nouveau chef qui a eu quand même un bon discours là après son élection par les membres du PQ, Jean-François Lisée. C'est un gars qui a un discours. Son discours a été très rassembleur. Toi, dans le fond, la souveraineté du Québec, tu y as jamais cru, Pierre Ducasse, là? Ah ben moi, écoute, quand j'étais plus jeune, quand il y a eu l'échec de Meach, j'avais eu une très très grande déception. Puis moi, j'avais voté oui en 95. Puis ça, je l'avais déjà, je m'en étais pas caché. Mais à un moment donné, dans le contexte où les Québécois n'ont pas voté oui en 95, puis à un moment donné, il faut travailler à l'intérieur de ce qu'on a. Puis c'est ce que je me suis dit moi depuis longtemps, que je vais travailler à essayer de faire fonctionner le Canada, de tenter d'améliorer le pays qu'on a. Donc, clairement, c'est un parti social-démocrate de gauche, mais fédéraliste que tu veux créer. Oui, mais en même temps, je pense que c'est important de faire la nuance que être fédéraliste, ça veut pas nécessairement dire vouloir le statu quo. Je pense d'ailleurs que le gouvernement Couillard n'a pas présenté du tout de vision de comment il voyait la place du Québec dans le Canada, comment est-ce que le Québec pouvait même prendre du leadership sur certaines questions, sur quel enjeu est-ce qu'il y a certains enjeux ou certains pouvoirs qu'on voudrait même négocier et récupérer. Ça, le gouvernement Couillard est complètement silencieux et vide là-dessus, et ça serait certainement pas c'est certainement pas l'approche que je propose. As-tu l'impression que le mouvement souverainiste a quand même un peu été chercher là tous les éléments de gauche pendant des années au Québec, ce qui a peut-être nui à une organisation comme le NPD là, tant sur la scène fédérale que provinciale quand même là. La présence du Bloc entre autres, ça a jamais aidé le NPD ça au Québec. Ouais, mais bon, on a vu quand même que le NPD a réussi à percer avec la vague orange qui était historique. Donc, il y a quand même des gens ça démontre qu'il y a des gens qui sont quand même prêts à appuyer cette option-là. Mais il faut dire que quand on regarde dans les débats actuels, quand on parle beaucoup aux jeunes, beaucoup des gens sont plutôt à gauche, plutôt des progressistes, mais pour eux, la question nationale a peut-être pas l'importance qu'elle avait pour d'autres avant. Je dis pas qu'elle est pas importante, elle est importante, mais peut-être qu'il faut avoir une autre approche, parce que la sorte de polarisation constante qu'on a depuis 50 ans, c'est un constat très dur qu'il faut faire quand même. Ça fait 50 ans qu'on se divise entre les fédéralistes, les fédéralistes et les souverainistes, alors que je pense que la majorité de la population aimerait tout simplement qu'on trouve des solutions et qu'on bâtisse le Québec à l'intérieur du cadre actuel, quand même peut-être en allant négocier, en allant chercher d'autres pouvoirs. Mais moi, ce que je disais, j'ai lancé une lettre ouverte ce matin où je disais que moi, je suis pas prêt à attendre un autre 50 ans. Là. Je suis pas prêt à faire le même débat encore 50 ans. Là. Ouais, puis t'as pas l'impression que Jean-François Lisée va relancer ou ramener la polarité dans ce débat-là, là, surtout qu'il veut pas aller en référendum à court terme, ça fait que ça peut se prolonger encore 6, 8, 10 ans, là. Il est tôt pour dire, c'est sûr que Jean-François Lisée est un homme très intelligent. J'écoutais son discours aussi, vous l'avez dit, c'est un bon discours, mais en même temps, des fois, il est dur à suivre parce que des fois, il parle du côté gauche de la bouche, des fois, il parle plus du côté droite. Puis effectivement, il promet de ne pas tenir de référendum dans un premier mandat. Je sais pas quel impact que ça va avoir au sein même du mouvement souverainiste, mais ça, bon, ça m'appartient pas, mais on verra. Là. Prenons l'exemple que de Sept-Îles et la Côte-Nord, là, c'est une région que tu connais bien, t'es né ici, oui. T'as encore de la parenté, ben des amis, je pense aussi à Sept-Îles, oui. Tu reviens régulièrement. Oui. La dernière élection provinciale, là, ça a été la plus serrée que j'ai vue. Là. Le PQ gagne depuis 1976 dans le comté ici, mais la dernière élection, on a vraiment senti que peut-être les gens, là, c'était plus aussi automatique qu'avant d'être péquistes parce qu'on vit sur la Côte-Nord. Ouais, puis en même temps, il faut dire que sur la Côte-Nord, les gens prennent en compte aussi beaucoup les candidats locaux. Hein, on vote pas seulement pour les partis. Mais effectivement, moi, j'avais trouvé surprenant que les libéraux avaient fait un bon score, mais pour moi, ça montre quand même un peu l'essoufflement. Il y a peut-être certaines insatisfactions par rapport à la députée locale, mais en tout cas, faut dire que
je pense que ça montre que tout ça est en train de changer, que ni le PQ, mais ni les libéraux, ni les autres partis peuvent prendre les citoyens pour acquis. Là. Je pense qu'au Québec, on est un électorat, disons, fluide, qui change d'idée. En même temps, la démarche de Gabriel Nadeau-Dubois et Jean-Martin Hossan, là, ça indique aussi là, qu'il y a une réflexion à faire, qu'on veut peut-être plus être dans les mêmes vieux créneaux pour avoir les mêmes choix quand on va aux urnes seulement une fois ou 4 ans pour au fédéral puis au provincial. C'est un peu dans ce contexte-là que la réflexion se fait. Est-ce que c'est assuré là, qu'en 2018, il y aura des candidats NPD Québec dans les élections provinciales? Ben, ce que je disais, c'est que ça sera décidé par un congrès de fondation et d'orientation et qu'on aimerait organiser là, disons, avant la fin de 2017. Disons, je pense que 2018, ça serait trop tard, mais disons, avant l'été, ce serait tôt. Donc, probablement quelque chose, là, je me commets pas là-dessus, mais probablement quelque chose à l'automne, un congrès de fondation et d'orientation. Et Pierre Ducasse serait intéressé éventuellement si le NPD Québec renaît là pour les élections de 2018. Duplessis, ce serait le comté qui t'intéresse? Ah, ça, il est beaucoup trop tôt pour m'avancer là-dessus. Question je veux dire, ça arrive vite, 2018, arrête donc. Ouais, moi, ce que je disais, c'est que moi, je voulais aider à faciliter la discussion, la consultation autour de ça, aider à mettre ça sur les rails, le cas échéant, puis après ça, on verra, comme on dit. Des châteaux forts péquistes, il y en a peut-être plus, là, en vue de l'élection de 2018. Peut-être que ça n'existe plus, ça, des châteaux forts au Québec. Ben, c'est ce que je disais dans la lettre. Malheureusement, il y a des châteaux forts libéraux. Les libéraux gagnent certains sièges dans l'ouest de l'île de Montréal. Ouais, les anglophones. Avec 70-80%, c'est des scores staliniens, là. Fait que c'est pas bon pour la santé de la démocratie, ça non plus, là. Fait que, parce qu'il y a bien des gens qui votent libéral en se pinçant le nez aussi, là. Donc, faut voir, peut-être que c'est des gens qui seraient intéressés par une nouvelle option. Eh bien, Pierre Ducasse, on va suivre la réflexion. Ça va se poursuivre au cours de la prochaine année. On aura sans doute l'occasion de s'en reparler, en espérant se rencontrer dans un de tes prochains voyages sur la Côte-Nord. OK, super. Merci beaucoup. Un gros merci, Pierre. Bye-bye. Attitude. Monopoly d'ici de McDonald's. Ça pourrait se gagner n'importe où, comme au service au volant à Moncton ou sur un lac à Sainte-Agathe. Catherine F. de Vaudreuil-Dorion a réclamé 5 000 $ en argent. Darlene M. de Edmonton a réclamé un Golf Sportwagon All-Track 2017. Monopoly d'ici de McDonald's. C'est des millions de prix et une chance sur 5 de gagner. Et vous, où gagnerez-vous? Le nombre de prix offerts diminuera et les chances de gagner pourront varier lorsque les prix seront réclamés. Voir les détails dans le règlement officiel dans les restaurants McDonald's du Canada participants ou à mcdonald.ca/Monopoly-sous-BC-FR. Monopoly est une marque de commerce de Hasbro. Aucun achat requis. Chez Olivier Chrysler, du 119 Monseigneur-Blanche, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram et Fiat, c'est la liquidation finale des modèles 2016 en inventaire. Obtenez jusqu'à 12 000 $ de rabais, ainsi que le financement à partir de 0% jusqu'à 84 mois, plus 4 pneus d'hiver sur modèles sélectionnés. Offre valide jusqu'au 31 octobre. Détails en concession. De plus, profitez de votre visite pour faire l'essai du nouveau camion Ram 2017 ou de notre minivan Pacifica 2017 réinventé. Financement spécialisé sur place, ouvert en soirée de 18h30 à 20h du lundi au jeudi. La chronique d'assurance vous est présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon-Rochette, votre cabinet de services financiers et courtier en assurance de dommages par excellence à Sept-Îles, au 493C Avenue Brochu, 88-962-6916. Ben, c'est notre chronique assurance. On va parler des couvertures dans le cas de dégâts d'eau. Notre spécialiste Guy Duchesne de Accès Conseil Mainguy Gagnon-Rochette. Bonjour Guy. Allô Jean. Guy, on parle des dégâts d'eau, là. Hein? C'est des choses qui arrivent plus souvent qu'on pense, malheureusement. Vous avez souvent des réclamations. Est-ce que c'est automatiquement couvert quand on a un dégât d'eau dans notre résidence? Pas automatiquement, Jean. Effectivement, la protection pour dégâts d'eau doit être démystifiée. Il existe plusieurs sortes de dégâts d'eau et certains doivent être couverts par avenant. En premier lieu, j'aimerais rappeler aux gens que plus de 60% des réclamations en assurance habitation sont reliées aux dégâts d'eau. Il y a quelques années, lorsque j'ai commencé dans l'assurance, c'était le contraire. On voyait beaucoup de réclamations par incendie. Maintenant, il y a eu beaucoup de prévention. Il y a moins de feu, les gens font plus attention, il y a eu de la prévention pour les systèmes de chauffage, etc. Et c'est l'inverse maintenant, il y a beaucoup plus de réclamations en dégâts d'eau qu'il y en a par incendie. Hey, c'est beaucoup, 50%, là, c'est un phénomène? Alors, c'est plus de 60%,
60%, c'est un phénomène effectivement, et les assureurs s'y attardent de plus en plus, puis s'y attaquent même, que je devrais dire. Donc, dans un contrat de base, un dégât d'eau causé par une installation sanitaire, c'est-à-dire un lavabo qui brise, un lave-vaisselle qui brise, la conduite d'alimentation de la toilette qui casse. Donc, ça, c'est des choses qui sont couvertes de base dans un contrat d'assurance. Par contre, lorsqu'on parle d'eau qui provient de l'extérieur de la bâtisse, donc de l'eau qui s'infiltre par une toiture, par une fenêtre qui soit pas étanche ou qui n'ait pas été fermée, de l'eau qui provient d'un refoulement d'égouts, donc la municipalité, il y a des fortes pluies, les égouts de la municipalité débordent dans le sous-sol, ou de l'eau qui s'infiltre par la fondation parce que notre drain agricole ne suffit pas suite à des fortes pluies ou que le drain est bouché. Donc, tout ce qui est d'eau provenant de l'extérieur du bâtiment doit être couvert par avenant. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux sortes d'avenants chez la majorité des assureurs. Un pour couvrir les dommages d'égout et de l'eau du sol, et un pour couvrir les dommages de l'eau à l'extérieur du sol. Donc, par exemple, qui s'infiltre par la toiture. Ces deux avenants-là sont très importants dans un contrat d'assurance. Et si vous les possédez pas, ben, faut être informé qu'il y a des possibilités, qu'il y a des chances d'avoir une perte qui serait non couverte par votre contrat d'assurance. C'est des affaires à vérifier avant qu'il arrive un événement, justement, hein, parce que quand ça arrive, on est pressé, on veut que tout on n'a pas le choix, c'est une urgence. Effectivement, c'est une urgence et on veut être couvert. Je veux préciser également que si on a une infiltration, si notre toiture est endommagée par le vent, il y a une grosse tempête de vent, comme on en voit des fois à l'automne, la toiture est endommagée par le vent et que l'eau s'infiltre à cause que le vent a enlevé la toiture, ça va être un risque qui va être couvert parce que la cause du risque sera le vent. Mais si c'est simplement des pluies et que notre barre d'eau est 25-30 ans n'a pas été remplacée puis que l'infiltration rentre, à ce moment-là, ça nous prend un avenant pour pouvoir couvrir ce genre de dommages-là. Et de plus en plus, les assureurs également vont parler de prévention. On parle de prévention beaucoup pour les chauffe-eau, par exemple. Après 10 ans, on suggère de remplacer le chauffe-eau, de commencer à y penser au moins. Après 12 ans, on va le suggérer fortement, puis après 15 ans, il y a des fortes chances que votre assureur augmente vos franchises advenant une fuite du chauffe-eau s'il n'a pas été remplacé. Il me semble que le message, il commence à passer pas mal concernant les chauffe-eau, mais on a d'autres appareils qui utilisent beaucoup l'eau, les lave-vaisselles, entre autres, les laveuses aussi pour le linge. Ça, des fois, on les endure plus longtemps. Hein? On les oublie. On les voit pas, nos boyaux. Hein, sont en arrière de la laveuse et sont en dessous du lavabo de la cuisine. On ne pense pas de remplacer la conduite, la hausse, là, je vais le dire, dans le bon terme, qui alimente la laveuse, soit la vaisselle ou la laveuse à linge. Et c'est une cause énorme de dégâts d'eau. Après quelques années, le boyau s'use et on doit le remplacer. Pensez-y avant que l'hiver reprenne, allez tout de suite remplacer vos boyaux s'ils n'ont pas été remplacés dans les dernières années. Vous évitez un risque de dégâts importants. Les laveuses puis les lave-vaisselles comme ça, c'est des causes fréquentes de réclamation puis de dégâts d'eau dans nos résidences. C'est régulier, Jean. On en a à chaque semaine. Un autre petit point, votre toiture, si elle a plus de 20 ans, commencez à penser à la changer, à la faire vérifier par un entrepreneur. C'est des choses que votre assureur va vous exiger dans les prochains renouvellements, d'avoir des vérifications que votre toiture est en bon état pour continuer, parce qu'on sait qu'après 20 ans, il y a des fortes chances qu'il y ait des infiltrations d'eau. Autre point que j'aimerais discuter, avant l'hiver qui arrive, vérifier la toiture, dégagez vos gouttières. Lorsqu'il va arriver des pluies durant l'hiver, si les gouttières sont bien dégagées, ça va être plus facile d'évacuer l'eau et moins de risque d'infiltration. Même chose avec les margelles. On va dégager ces margelles à l'automne pour éviter qu'il y ait un problème, une accumulation d'eau dans la margelle et que l'eau s'infiltre à ce moment-là par les fenêtres. Oui, puis lors des redoux, hein, ça arrive en toute saison, des dégâts d'eau finalement dans une maison. Il y a toujours une bonne raison pour avoir un dégât ou une mauvaise raison. Effectivement. Puis mon dernier petit conseil, ça va arriver, puis j'en suis un bon exemple. J'ai eu un dégât d'eau, un petit dégât d'eau, un débordement de la laveuse cet été chez moi. C'était pas grand-chose. Le tapis du sous-sol était mouillé. C'était de l'eau propre. Donc, j'ai asséché moi-même. J'ai désinfecté avec une solution d'eau puis d'eau de javel. Mais j'ai mis des fans pour faire l'assèchement. J'ai par contre appelé quand même un expert pour qu'il vienne faire des tests d'humidité. Un coup que je croyais que tout était réglé, tout était beau. J'ai un rapport qui me confirme que l'assèchement était bien fait,
qu'il n'y a pas d'humidité qui a été gardée à l'intérieur des murs et à ce moment-là, j'aurai pas de problème de moisissure ou de champignons dans les prochaines prochaines semaines. Et à ce moment-là, c'est très important parce que lorsqu'on décide nous-mêmes d'assécher un dégât d'eau, chose qui peut être normale lorsque c'est un petit dégât, il faut s'assurer de le faire convenablement pour pas avoir de problème de moisissure par la suite, parce qu'encore là, votre assureur ne couvrira pas les problèmes de moisissure. Ah ben c'est des bons conseils, Guy, surtout ceux dans le domaine de la prévention. Vaut mieux prévenir que de se ramasser avec des dégâts d'eau dans notre maison puis des réclamations à nos assurances. C'est aussi valable, on en a parlé dans une chronique précédente, que les gens qui sont locataires, ils ont des responsabilités puis ils doivent avoir des couvertures aussi, hein? Un excellent point, Jean, que je voulais aborder aussi aujourd'hui. Les locataires ne croient pas qu'ils doivent prendre les avenants de refoulement d'égout ou d'eau qui s'infile par la toiture parce qu'ils disent qu'ils sont pas propriétaires de la bâtisse. Par contre, leur meuble peut être affecté par l'eau et ils peuvent avoir à être déménagés, à sortir de leur appartement s'il y a un gros dégât. Et ces frais-là, s'ils ne sont pas assurés, s'ils ne possèdent pas l'avenant, ne seront pas payés par leurs assurances. Donc, c'est important pour un locataire d'avoir également les protections, les avenants nécessaires pour le refoulement d'égout ou les infiltrations. Si on habite à l'étage, on n'a peut-être pas besoin du refoulement d'égout, mais on a besoin de l'infiltration par la toiture. Et souvent, les locataires sont propriétaires de leurs appareils comme les lave-vaisselle et les laveuses. Ça fait que tous les conseils qu'on a donnés, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour eux et également leur responsabilité civile parce qu'ils vont occasionner des dommages au bâtiment et aux autres locataires. C'est important d'avoir la bonne protection pour couvrir les dommages à nos voisins. Plein de conseils de prévention intéressants concernant les dégâts d'eau. Guy Duchesne, un gros merci pour cette chronique assurance. On peut toujours vous rejoindre facilement si on veut des détails là chez Accès Conseil Main Guy Gagnon Rochette à vos bureaux de Sept-Îles. Certainement, le 962-6916. Un gros merci, Guy. Merci, Jean. La chronique d'assurance vous a été présentée par Accès Conseil Main Guy Gagnon Rochette Assurance. Vous avez des interrogations? Faites-nous les parvenir à info@commercialpurefm.com. Il nous fera plaisir d'y répondre dans cette chronique. Pour tous vos besoins, Accès Conseil Main Guy Gagnon Rochette Assurance. 493C Avenue Brochu. 88 962 6916. Et c'est ce qui conclut notre émission d'actualité d'affaires publiques ce midi. Plusieurs sujets qu'on a abordés encore, notamment merci à la mairesse pour l'ouverture et pour la belle aréna qu'ils ont à Port-Cartier. On couvre large, disons, dans nos entrevues sur l'heure du midi. Ben oui. Et demain, on va parler du surplus de poids. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, le surplus de poids sur la Côte-Nord? Le docteur Stéphane Trépanier est directeur de la santé publique. Il sera avec nous à Côte-Nord Attitude. On devrait revenir aussi sur la commission sur la petite enfance.